bonjour à toutes et à tous. On est parti d'une étude et d'une analyse comparative des structures associatives à travers le monde qui faisait à peu près 180 pages. Au forum des associations, on m'a dit non, Jean-Pierre, il faut que tu te limites à 80 pages. Et Edith m'a dit 20 pages, ça sera très bien pour ce matin. Donc on va essayer de faire vite. Et comme Edith pilote très bien son timing, je vais essayer de passer les messages principaux par rapport à ça. Comment est-ce qu'on est amené à faire ce type d'étude? Alors cette étude ne repose aujourd'hui que sur 19 pays. Je peux vous assurer que même 19 pays, c'est extrêmement difficile pour récupérer des données du monde entier à la même date, avec la même définition, association, fondation et objet associatif. Donc ça n'était pas forcément extrêmement facile. Il y avait deux objectifs par rapport à cette étude qui m'avaient incité à faire cette étude. La curiosité, et je pense que quand on est passionné, intéressé par le secteur associatif, ça mérite de regarder et d'avoir cette comparaison pour avoir une ouverture d'esprit sur ce qui existe à travers le monde. Et puis le deuxième point, c'était de se dire, je suppose, et c'est certainement vrai pour vous qui vous déplacez de l'étranger pour venir ce matin en France ou pour les Français qui vont à l'étranger, de temps en temps, même souvent, on trouve de très bonnes choses à l'étranger et on se dit pourquoi ça n'existe pas au niveau de notre pays. Donc voilà le pourquoi de la naissance de cette étude. On va retrouver des facteurs de diversité tout au long de cet exposé extrêmement rapide. La diversité, elle existe, et j'ai entendu des commentaires sur le français entre le Kyrgyzstan et le Pérou. Mon côté cocardier, mon côté, français, me fait dire oui, mais attention, dans tout ce que je veux vous présenter, pas de conclusion hâtive. Je pense qu'il faut être conscient qu'on n'est pas forcément bien placé, peut-être, en termes de dons faits par des donateurs, personnes physiques et peut-être aussi personnes morales. Je pense qu'on n'est pas loin d'être les champions du monde au niveau de la France en termes d'imposition et en termes de charge sociale. Donc ça a forcément un impact. Je dirais, quand vous avez l'impression de donner à l'État et que l'État doit après servir un certain nombre de secteurs associatifs, c'est quelque part aussi une contribution par rapport à cela. Juste un commentaire introductif, je dirais, il faut aussi tenir compte de cette chose-là. La diversité, vous la retrouvez dans ce tableau. Je ne vais pas tous les citer, à chaque fois je ne prendrai que quelques idées. La France, 1 300 000 associations, c'est ce que Viviane a répété, uniquement, j'allais dire, pour 65-66 millions d'habitants. À la limite, c'est plus que la Chine, mais qui n'a que 1,344 milliard d'habitants. C'est beaucoup plus que l'Espagne, qui en a 45 000, mais il faut aussi comprendre, on va en parler tout à l'heure, la culture, le côté famille, l'historique, l'histoire avec un grand H, les institutions politiques et la politique avec un grand P que l'on a fait depuis pas mal de temps, la culture avec un grand C qu'on a pu mettre en place au niveau des différents pays, l'ancienneté de la présence de chaque pays dans le secteur associatif, tout ça se retrouve au niveau de ce tableau. Et j'en ai cité un dernier qui était les États-Unis avec 314 millions d'habitants et qui a 1 800 000 associations. La première diversité ou différence que vous retrouvez, elle est au niveau des fonds publics qui financent l'ensemble de ce secteur associatif. N'essayez pas de retrouver le pourcentage de Viviane, ce n'est pas le même non plus que le pourcentage de Madame Sempermans. Ça vaut, parce qu'on ne compare pas des choux et des carottes, ça vaut pour la comparaison pour l'ensemble de ces pays. Mais à l'intérieur des différentes colonnes, on a pu de temps en temps y mettre des choses différentes. On a parlé de ça à la pause avec Viviane. Voilà, tout à fait, en plus. Au niveau des fonds publics, là encore, je reprends quelques pays. Là, on est sur 58% au niveau de la France. Dans le haut du curseur, en matière de financement public, on retrouve ce qu'on appelle les associations du modèle corporatiste. Et on retrouve la Belgique avec 77%, l'Allemagne 65% et les Pays-Bas 58%. Ça serait intéressant aussi de voir la connexion avec la capacité pour les donateurs à donner dans ces pays-là. À l'inverse, au niveau des États-Unis, on est sur des financements publics à 27%. Je pense que le plus bas a été le Brésil avec 14%. Forcément, le pendant, vous le retrouvez au niveau des financements privés. L'Espagne avec 32% et la Suède avec 29%. Au niveau des fonds privés, on retrouve forcément ce pendant avec le mécénat, avec les versements des usagers, l'ensemble des services rendus payants par le secteur associatif. On retrouve dans les plus forts taux le Brésil, bien évidemment, avec 69%, la Suède avec 62%, l'Italie, qui peut être une surprise, avec 61%, et de cette façon-là, dans le bas du tableau, la France avec 35%, l'Allemagne avec 32%, et la Belgique avec 19%. Quand on a sorti cette étude-là, j'avais été étonné,
effectivement, ça va un peu dans le sens de ce que j'ai entendu tout à l'heure, au niveau des dons, on ne serait qu'à 8%. On n'est qu'à 8% au niveau de la France, on est à 21% au niveau des États-Unis. Il y a cette capacité à ne pas verser forcément à l'État, mais par contre de verser directement au secteur associatif. Royaume-Uni, 12%. C'est pas énormément plus que la France, mais néanmoins, là aussi, il faut analyser les choses parce que le côté très charity, le côté très donateur, le côté ancestral au niveau du Royaume-Uni fait qu'on a quand même 12% en matière de dons, 19% au niveau de l'Espagne, 26% au niveau du Maroc. Donc là aussi, historique différent. C'est né bien plus tard et pour l'instant, ce n'est pas l'État qui joue, c'est encore la personne physique privée qui remplit ce rôle de donateur. Japon, 4%. Donc voilà, je vous ai dit au niveau de pas de conclusion hâtive par rapport à ces taux, mais ça vous montre la diversité que l'on peut avoir. Dans les différents modèles, là vous avez des définitions, je vais aller assez vite aussi, on n'a pris que les modèles européens. C'était déjà bien compliqué pour les récupérer. Il y en a essentiellement 5. Je vais donner quelques idées simplement. Ce qu'on appelle le modèle socio-démocrate ou scandinave, c'est un secteur qui arrive en supplément des fonctions de l'État et non en complémentarité. Plus doucement. Sans problème, je vais essayer. Je comprends que pour les traducteurs, ça ne doit pas forcément être très facile. Pardon. Une coopération rapprochée entre la société civile et l'État, un bénévolat très important. Au niveau des modèles rénans corporatistes, vous retrouvez la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. On a un secteur associatif large et professionnalisé. On a un développement important de ce que l'on appelle la prestation de services dans le domaine social et sanitaire, qui est certainement un endroit où il y a le plus de contributions au niveau du secteur associatif, et un financement public important, notamment en matière de paiement des services. Un exemple que personnellement j'aime beaucoup, qui est l'exemple anglo-saxon, dit modèle libéral, dans lequel on retrouve un secteur associatif très structuré et très professionnalisé, avec un bénévolat très généralisé, c'est ce qu'on appelle au Royaume-Uni le voluntary work, qui est quelque part quelque chose qui est inclus dans les écoles au plus jeune âge. Dans un domaine, dans le modèle méditerranéen, on a là encore une fois une histoire et une culture qui est importante. Je prendrai 2 raisons, la religion et la famille. On est par exemple dans un pays comme l'Espagne, avec une culture qui est de ne pas forcément passer par l'association, mais la dame à la maison, la notion de famille de la personne qui reste à la maison, la capacité à s'occuper des plus jeunes et des plus anciens, est des fois quelque chose qui est fait dans le foyer familial et on ne passe pas forcément à travers une association. Là encore une fois, attention aux comparaisons un peu hâtives que l'on peut faire. Un bénévolat qui est encore assez faible, et puis une importance de ce qu'on appelle les échelons locaux ou régionaux, plus que des échelons nationaux. Pour l'instant, certains pays ne sont pas organisés au niveau étatique et au niveau national, mais sont organisés plutôt au niveau local. Au niveau oriental, le modèle oriental, ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est les pays, on va dire les pays de l'Est de l'Europe. On dit que c'est un secteur qui est à son plus bas niveau européen, mais parce qu'il n'a véritablement démarré que dans le tout à fait début des années 90, on a encore un financement public faible. On a des recettes commerciales qui sont prépondérantes, mais ça veut dire qu'il y a une innovation dont on va parler tout à l'heure, et on a des dépenses publiques de protection sociale qui sont réputées être les plus faibles au niveau européen. Encore une fois, pas de critique par rapport à cela, c'est un constat, et chacun a eu son histoire au cours des dernières années. Au niveau de l'environnement légal et réglementaire, en tant que commissaire aux comptes, je pouvais difficilement m'empêcher de regarder si c'était quelque part contrôlé par quelqu'un. C'est contrôlé. Si je peux me permettre, ça évolue très rapidement au niveau de la Chine. Il y a encore quelques années, on n'avait pas de contrôleur. Je pense que retenez, à 99% dans l'ensemble de ces pays, il y a un contrôle. Et vous admettrez avec moi que c'est une indispensable crédibilité par rapport au secteur. Et on voit qu'au niveau Union européenne ou au niveau des États, on nous demande de plus en plus de regarder si les fonds qui ont été donnés et collectés ont été correctement utilisés. En matière de publication des comptes, c'est un oui pour la totalité des pays. Domaine sur lequel je peux peut-être passer 1 ou 2 minutes supplémentaires, c'est l'ensemble des dispositifs fiscaux. La fiscalité,
est différente, mais pas très différente au niveau de deux choses, au niveau des impôts commerciaux et pas très différente au niveau de l'encouragement des dons. On retrouve au niveau des impôts commerciaux tout type d'exonération. Généralement, retenez qu'on est globalement dans un système d'exonération totale et partielle dans un certain nombre de cas, partielle dans le cas où il n'y a pas d'exonération concernant les revenus mobiliers, de capitaux mobiliers ou les revenus immobiliers. On peut retrouver un certain nombre de choses en France. Exonéré dans un certain nombre de cas à 100% ou parfois à partir d'un certain niveau de ressources. Dans l'encouragement des dons, on a essentiellement deux types d'encouragement qui sont extrêmement nécessaires pour assurer la pérennité de l'encaissement de dons au niveau du secteur associatif. La réduction d'impôts, comme on la trouve au niveau de la France, de l'Espagne, du Canada ou de l'Italie, et une déduction, qui est un autre moyen, déduction du revenu fiscal, comme en Allemagne, au Brésil, en Chine, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il n'y a que la Suède qui fait l'objet d'une particularité. On n'a pas trouvé de notion d'encouragement spécifique de dons, mais vous allez voir sur les tableaux tout à l'heure des différences par rapport à ce pays. Donc voilà, des choses importantes dans ce domaine-là. On a parlé de la France tout à l'heure, le fameux 66 ou 75% et l'encouragement donné avec 60% au niveau des entreprises est quelque chose qui, de temps en temps, j'irais, est un peu battu en brèche. Ça revient tous les 2 ou 3 ans, mais je pense qu'il faudra, même au niveau de la France, même si on est champion du monde dans ce domaine-là, il faudra qu'on soit aussi cohérent par rapport à ce qui se fait en Europe et dans le reste du monde. Autre point rapidement, je passe très vite sur ce tableau-là parce que vous avez vu un tableau précédent au niveau des ressources financières. Vous avez cela dans votre documentation, regardez tranquillement. Vous retrouvez tout ce qui est issu des fonds publics, des dons et libéralités, dans lesquels on inclut les legs et l'ensemble des fonds privés. Je passe, vous avez les éléments. Je voudrais m'appesantir sur ce que j'appelle la force de travail, qui est en fait les ressources humaines. 2 slides par rapport à cela. Je le dis en français et je vais laisser la traduction le faire tranquillement. C'est la part des personnels salariés et bénévoles par rapport à la population active. 3 remarques par rapport à ce tableau. On retrouve des pourcentages élevés sur des corporatistes comme les Pays-Bas ou la Belgique. Le Canada est aussi intéressé. On retrouve, et vous voyez la partie verte, qui est une partie importante dans ce qu'on appelle le modèle scandinave, et c'est le cas au niveau de la Norvège et de la Suède, une proportion importante du bénévolat par rapport aux salariés. Et on retrouve, et encore une fois, dans ma bouche, ce n'est absolument pas critique, on retrouve des pourcentages qui sont encore pour l'instant faibles au niveau du Brésil, au niveau du Maroc, qui est naissant par rapport à cette activité associative, ou par rapport à l'Inde, mais là je pense qu'on est aussi dans des solutions qui se trouvent au niveau des familles, au niveau des castes, et qui ne se trouvent pas encore au niveau du secteur associatif. Un petit focus au niveau des bénévoles. Et là, on a juste pris des pourcentages par rapport à la part des bénévoles dans la population. Là encore, soyez prudents dans le titre, dans la population adulte. Ce n'est pas donc la population totale du pays, c'est bien la population adulte. On retrouve des pourcentages extrêmement élevés. Je ne sais pas si c'est le pays le plus richement doté en matière de bénévolat, si c'est uniquement au niveau européen, ça c'est une certitude, ou au niveau mondial. Plus de 50%, vous prenez une personne sur 2 en Norvège, ils interviennent à titre de bénévole dans une structure associative. 30% au niveau du Royaume-Uni, c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup. Et ça, c'est véritablement la culture qui a été donnée dans ce pays, je le répète, avec le voluntary work, avec l'incitation au bénévolat, l'incitation au volontariat, et puis ça fait partie de la culture britannique d'intervenir au niveau du secteur des non-profits. La Suède, avec un pourcentage important, et un pourcentage très important d'implication au niveau de la Suède dans les syndicats. Au niveau de la France, vous trouvez un 14-15%, c'est très loin d'être ridicule. Et encore une fois, on va retrouver exactement les mêmes raisons et les mêmes notions d'histoire, de culture au niveau de l'Espagne, et vous retrouvez le Maroc, l'Inde au niveau du bout de la chaîne. Et j'avoue ne moins bien connaître le Japon, mais je sais qu'il y a des efforts particuliers en ce moment au niveau du Japon, à la fois pour collecter davantage, à la fois pour intéresser davantage dans le bénévolat et le volontariat, et à la fois pour faire de la redistribution intelligente
pour tous les secteurs associatifs ayant besoin d'argent à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de mouvements au niveau de ce pays. Je voudrais terminer par les bonnes pratiques, pour essayer de respecter le timing. Je ne vais pas les lire toutes dans le détail, retenir quelques idées de temps en temps. Encore une fois, si vous reprenez l'étude plus détaillée, ce n'est pas une question de faire de la publicité pour Deloitte, mais allez sur le site web de Deloitte, vous avez cette étude avec les 180 pages. Là, j'ai pris une vingtaine de pays, vous allez retrouver une centaine de pays qui ont des bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. J'ai retenu simplement quelques idées. Le Payroll Giving Scheme au niveau du Royaume-Uni, c'est la retenue à la source qu'on prend sur votre bulletin de paye et donc qui permet d'être exonéré de charges sociales et être exonéré d'impôts et qui va directement au niveau du secteur associatif. Intelligent au niveau du circuit, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place au niveau des États. Le profit shading, celui-là je l'aime beaucoup, on va le retrouver au niveau du Japon, au niveau d'autres pays. C'est lorsque vous avez une structure dite non lucrative, c'est la majorité de ce que vous représentez. De temps en temps, on crée un secteur pour la partie lucrative, où on crée des filiales. Si vous dégagez avec des filiales à caractère commercial un résultat important, ce résultat n'aura pas d'impôt à partir du moment où 100% de ce résultat est réaffecté en totalité à l'association non lucrative ou au projet associatif que vous prenez et que vous soutenez. Je pense que quelque part, alors pour un État, c'est difficile. D'un côté, c'est de l'impôt à récupérer. De l'autre côté, c'est quand même des services qui ont été rendus. Et voilà, j'aime bien cette idée-là parce que je pense qu'on pourrait faire l'économie de paiement d'impôts à ce niveau-là et renchérir davantage ce que l'on est capable de faire avec du commercial, mais qui va uniquement pour le but du projet associatif. Dernier point sur le Royaume-Uni, la loterie. C'est 600 millions de livres glanés chaque année qui servent au secteur associatif. On fait beaucoup de choses avec 600 millions de livres. Au niveau des États-Unis, l'idée que j'aime bien, c'est ce que j'appellerais un mot simplement, la notion de fundraising. On est en train effectivement en France de découvrir et d'inventer des départements ou des services de fundraising. J'ai rajouté un adjectif que j'aimerais décomplexer. Le côté latin ou très français fait qu'on a du mal à parler d'argent. On a du mal à aller chercher de l'argent, et voilà, on est très timoré par rapport à cela. Ça marche très bien dans des pays anglo-saxons. Le Royaume-Uni a fait ça bien plus tard que les États-Unis. Quand on va chercher des grands donateurs au niveau des États-Unis, vous vous appelez la Fondation HEC, vous vous appelez la Fondation ARC, la Fondation de France est capable aussi d'aller voir hors de ses frontières. On a une vraie capacité, avec un vrai savoir-faire, avec des fundraisers qui ont un code d'éthique, d'aller chercher de l'argent avec des montants importants. Donc il faut véritablement réfléchir à cela. Et dans la collecte, je pense que le comité de la Charte pourra un jour aussi réfléchir fortement à ces aspects-là. Je vais encore plus vite sur d'autres pays. En Allemagne, vous pouvez avoir une déduction supplémentaire quand vous participez à la création d'une fondation. Donc l'idée, c'est de dire, on n'est pas figé avec 66 ou 75%. Pourquoi pas? On va à 100%. L'Inde va sur certains projets à 200% de réduction. Donc on multiplie par 2 à partir du moment où ça sert une cause prioritaire. Là, dans ce cas précis, ça servait de la création d'une fondation. L'Espagne fait cela aussi dans le financement de programmes considérés comme prioritaires. Au niveau du Japon, je ne passe pas trop de temps, c'est l'idée que j'avais vendue tout à l'heure. Les activités commerciales qui sont reliées directement à une activité associative sont exonérées d'impôts commerciaux. Au niveau du Royaume-Uni, simplement pour les citer, je pense que c'est un pays sur lequel on peut prendre quelques exemples. Les salariés sont très professionnalisés avec des formations spécifiques. Je suis simplement allé voir certains catalogues de formations donnés pour le secteur associatif. J'ai trouvé beaucoup plus de pages au niveau du Royaume-Uni que dans certains autres pays. Toujours au niveau de l'Angleterre, je ne suis pas anglais, j'ai simplement, voilà, il y a quelques bonnes idées ancestrales au niveau de ce pays. J'en ai parlé déjà, la notion de voluntary work. Celui-là, je ne suis pas sûr que vous connaissiez forcément le drapeau, c'est l'Estonie. Ça fait partie des modèles orientaux. Ils sont très intéressés par connaître ce que l'on peut faire avec le bénévolat et avec le volontariat. Et là, on fait prendre conscience au niveau étatique des avantages et des opportunités de rentrer davantage dans le volontariat. Je ne sais pas s'il y a des représentants chinois dans la salle. J'aime beaucoup cette slide-là. Bienvenue, et j'aime beaucoup cette idée. Vous êtes le seul véritable pays au monde à entraîner une obligation, quand vous créez une association, d'avoir un minimum de fonds propres, de fonds associatifs,
pour assurer la pérennité de votre objet associatif, la continuité dans le temps, et pour assurer la sécurité des salariés que vous avez engagés au niveau de votre pays. Alors ça, on peut l'avoir en interne, on n'a pas besoin d'une loi pour faire ce genre de choses, sauf que quand vous prenez la France, on a quasiment un taux de mortalité des associations le plus élevé au niveau européen, voire mondial, tout simplement parce qu'on démarre beaucoup d'excellentes idées avec des tripes, avec le cœur, mais sans avoir forcément les fonds associatifs qui vous permettent de faire des appels pour faire des campagnes, et vous vous retrouvez finalement avec des taux de mission sociale ridicules dans les premières années ou avec des problèmes de pérennité dans le temps. Donc j'aime beaucoup l'exemple chinois. À mon sens, celui-là peut être repris dans d'autres pays. De la part d'un commissaire aux comptes, plaider pour un allègement des obligations comptables, ça peut paraître surprenant, mais très sincèrement, je dis souvent, il faut être Bac plus 12 pour remplir certains documents de financement de l'Union européenne pour récupérer un financement. Au niveau des États, soyez sympas, je pense qu'on peut faire des choses un petit peu plus édulcorées ou succincts pour avoir le même produit fini, ce qui n'empêche pas le contrôle a posteriori. Donc plus de confiance a priori et plus de contrôle a posteriori. Au niveau du Royaume-Uni, encore une fois, je suis désolé, j'aime bien la Charity Commission. On arrive à la fin, Edith, il n'y a pas de problème. La Charity fait du conseil en matière de gestion. Ça porte au niveau des petites et des moyennes associations. Ils ont aussi, mais ça c'est très, j'irais au niveau Royaume-Uni, ils ont à traiter les problématiques d'enquête sur des malversations. Le fait de s'occuper de cela, c'est qu'ils sont capables d'aider aussi pour passer des actes de redressement d'une situation qui était mal engagée, de non-situation de going concern, de continuité d'exploitation au niveau de l'association. Et ils amènent énormément d'enquêtes, ce qui donne un côté, je ne suis pas que contrôlé, j'ai aussi un apport de la part de cette institution. Beaucoup de choses, et je vais très vite sur la mesure de performance. Pour ceux qui reviendront au Forum des associations en octobre, je ferai un exposé sur cet aspect-là. Certains pays, plutôt anglo-saxons, sont très bons pour valoriser les travaux qu'ils ont réalisés. En France, on est surtout très bon pour travailler et faire. On fait énormément de choses. On n'est pas fichu capable de faire de la publicité sur ce qu'on a très bien fait au cours de nombreuses années et de nombreux mois. On peut faire mieux. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Au niveau, je passe rapidement, au niveau du niveau européen, je termine avec 2 slides sur le niveau européen. Pas de surprise. Il y a la mise en place de normes de mesure d'efficacité des services rendus au regard des ressources allouées. Quand il y a moins de ressources, forcément, on regarde. On va vous dire, je ne vais plus vous donner les 1000 du passé, je ne vais vous donner que 700, mais par contre, je vais vous demander de me rendre des comptes sur l'utilisation des 700. Et il y avait un débat ce matin à la radio, vous entendiez au niveau de l'armée, ceux qui disaient, c'est un scandale, j'ai pas assez d'argent, et ceux qui disaient, oui, on aura peut-être moins d'argent, mais on en dépense un peu de façon stupide, et on peut faire des efforts dans ce domaine-là. De toute façon, pour le secteur associatif, ça sera notre travail de demain. Et puis le dernier point, c'est... parce qu'on est en France et peut-être en Europe, ça n'intéresse pas forcément, ceux qui ne sont pas au niveau du domaine européen, mais on parle beaucoup d'Europe, surtout en ce moment, il y a des votes. Je pense qu'on peut essayer de réfléchir et s'intéresser davantage à la notion d'un statut associatif européen. C'est un peu comme la fiscalité au niveau de l'Europe, ça a du mal quand même à s'homogénéiser et à se développer. La CPCA, en son temps, était promotrice d'études à ce niveau-là. Même au Royaume-Uni, le NCVO avait réfléchi à ce niveau-là. La Belgique avait aidé. Il y avait une coopération qui avait été établie au sein d'un réseau qui était intitulé Missing Link. Donc il y avait de bonnes idées. Je pense qu'on pourrait, pour certaines associations dont on a vu des noms tout à l'heure importantes, qui ne résonnent pas uniquement au niveau national mais international, réfléchir et essayer de promouvoir ce statut européen. Pardon, ça a été très vite, mais voilà, je voulais vous passer quelques idées. Pour le détail, je vous invite à aller sur le site web. Et puis, s'il y a des questions tout à l'heure, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.